Donc dès le début, tu vois, on a été drillé dans un comment dire, un cercle, un cycle où c'était, voilà, tu vas construire quelque chose, mais ça peut être complètement démonté et fais-toi à l'idée que tu vas peut-être tout reconstruire demain et que ton idée va évoluer. Et une des premières choses qu'ils nous ont dit quand on est arrivé, c'est votre idée, elle vaut rien, tu vois. L'idée, ce qui marche, c'est son exécution et c'est ce qui va marcher, enfin ce qui va tenir sur le marché et qu'on voit trop d'entrepreneurs qui sont complètement amoureux de leur solution, amoureux de leur idée, qui ne sont pas prêts à la déconstruire et la reconstruire pour en faire quelque chose. Ou même en parler parfois les gens. Ok, c'est parti. Déjà, Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans le podcast de YouStart. Je t'ai invité parce que tu as cofondé Utopix. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait ta startup ? Alors, Utopix, c'est une plateforme de mise en relation entre des photographes, des vidéastes et des entreprises ou des agences plutôt de type communication, événementiel, relations publiques, publicité, etc. Ok. Donc, si j'ai ma boîte, j'ai besoin d'un photographe, je peux faire appel à vous. Ouais, tout simplement. Et si je suis un particulier ? Alors, si tu es un particulier, aujourd'hui, occasionnellement, on traite encore la demande, surtout pour du mariage, puisqu'en général, c'est en last minute où on reçoit encore des demandes de mariés qui sont stressés en disant mon mariage est dans 2 semaines, j'ai pas de photographe, est-ce que vous avez quelque chose ? Alors là, on a une deuxième plateforme qu'on avait créée il y a plus d'1 an pour tester la demande justement auprès des particuliers. On l'a gardée parce qu'aujourd'hui, ça ne nous coûte rien et qu'on a des offres packagées avec des photographes qui sont prêts à réaliser ces demandes-là. Mais c'est exceptionnel, quoi. C'est si vraiment on sent que le besoin est vraiment urgent et qu'ils n'ont pas d'autre solution, quoi. Voilà, qu'ils ont besoin. Alors là, on les envoie et en général, s'ils ont vraiment besoin, ils chipotent pas. Ils nous disent ok, je prends ce pack-là, j'aime bien le profil de tel photographe, on y va, quoi. Okay, et sinon, maintenant, quand on reçoit des appels pour oui, voilà, j'ai le baptême de mon fils, on dit non, écoutez, pour l'instant, on ne traite pas ce genre de demande, mais vous pouvez nous suivre et un jour, on s'en occupera. C'est juste qu'aujourd'hui, traiter la demande d'entreprise ou la demande de particulier, c'est pas du tout le même business et c'est pas du tout les mêmes attentes non plus. On n'interagit pas de la même manière avec un particulier qu'avec une entreprise. Donc on garde ça, mais on le fait pas aujourd'hui. C'est pas la priorité, c'est pas le core business, quoi. Voilà, on va pas envoyer les gens en boulet en disant non, ça nous intéresse pas votre vie. Ça nous intéresse, mais aujourd'hui on peut pas y répondre. S'il y a vraiment, voilà, ça se sent aussi quand un client est un peu désespéré et qu'il a vraiment besoin de quelqu'un, alors on le redirige, quoi. On le laisse pas tout seul non plus en disant on s'en fout, c'est pas notre problème. Ce serait mauvais pour l'image de ta boîte, quoi. Si la personne vient aussi tout à fait. entre guillemets en détresse. Mais il y a une raison qui vous a poussé à plus vous orienter vers le B2B que vers les particuliers ? Oui, tout à fait. Alors en fait, si tu veux, les particuliers, déjà c'est toi et moi, tu veux le meilleur au moindre prix. Donc c'est très difficile d'être un intermédiaire aujourd'hui de service pour des particuliers. Dans le sens où tu es un intermédiaire, tu mets une barrière à la négociation aussi. Donc quand un particulier va te contacter, en général, le particulier il a le temps. Le temps il est indéfini pour lui. Donc il va aller contacter 15 000 photographes, il n'a aucun problème, faire des demandes de devis, négocier, essayer de baisser le prix, etc. Il y en a certains, c'est pas le cas. Hein. Je veux dire, on a eu des clients qui nous ont demandé un photographe, ils nous ont dit ah oui c'est autant, ok pas de souci, je prends, tu vois. Mais de manière générale, ils veulent le meilleur pour le moins cher et on a fait en fait aussi un travail d'éducation pour les clients particuliers parce qu'ils savent pas combien ça coûte un photographe. Et de manière générale, hein, c'est pas une critique, c'est un milieu où les tarifs sont très flous. Oui, j'avoue que je sais pas du tout non plus. Je te dirais. En gros, un photographe travaille entre 50 et 100 euros de l'heure. Ok, d'accord. Ça dépend vraiment de l'expérience, du type de prestation. Par exemple, faire du pack shot, c'est un travail beaucoup plus précis et minutieux, donc ça va coûter plus cher à l'heure qu'un travail où tu couvres un événement, par exemple, en photo. Donc déjà, voilà, les tarifs sont très variés. Donc il y a ce travail d'éducation où nous, maintenant, avec notre expérience, on sait te dire plus ou moins combien va coûter, comment budgétiser ton événement ou ta mission photo que tu as. Là où en particulier, n'en a aucune idée. Et donc déjà, on faisait un filtre, quoi, quand ils nous appelaient. Ah oui, je veux d'abord savoir combien ça coûte. C'est ça. Oui, écoutez, non, ça coûte pas 10 euros de l'heure un photographe, c'est pas un étudiant, quoi. Donc déjà, on perdait beaucoup de temps à ce niveau-là, et on perdait beaucoup de temps à répondre à des offres de particuliers qui, au final, nous disaient ah non, mais j'ai pris le cousin de l'oncle, de la tante, de bazar, parce que il sait faire des belles photos. Il a acheté un appareil. Bon, ok. Ok, d'accord. Et puis voilà, parfois, ce qui se passe, c'est par exemple pour le mariage, le mariage c'est une seule fois, tu vois. Et si tu as les photos de l'oncle, de la tante, de bazar et que tu es déçu, c'est fini, tu vois, on repasse pas.
Et oui, on a déjà entendu pas mal de retours d'expérience où c'est ouais, ou même en entreprise, ouais, on a pris le cousin d'un tel parce tu que... te dis, c'est dommage, quoi. Voilà, ils ont testé, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, et donc ils rectifient le tir. On a eu pas mal d'entreprises là-dedans, mais bon, les particuliers, en général, c'est du one-shot, quoi, tu vois, tu te maries pas tous les mois. Ça dépend, mais... Donc voilà, ou baptême, etc. C'est des grands événements, et bon, je comprends que tu as envie de tester, et puis voilà, tu te rends compte qu'après, il faut peut-être faire appel à un professionnel. Si tu veux, donc les business, disons, sont plus carrés au niveau de leur demande. Voilà, c'est beaucoup plus carré. Bon, parfois, on a un travail d'éducation aussi en entreprise où on doit leur dire, ben non, voilà, un photographe, c'est plus ou moins autant. Mais ils en sont conscients, ils en discutent. Et puis, si c'est pas du tout dans l'idée du budget qu'ils avaient, en général, ils annulent le projet, tu vois. Parce qu'ils savent bien qu'en tant qu'entreprise, ils vont pas... Ou alors, ils prennent le cousin du... Hein, mais voilà, ils sont déçus des photos. Et l'année d'après, ils reviendront en disant, oui, l'année passée, on a fait comme ça, mais on a été déçus. Donc, bon, cette année, on a débloqué du budget pour, quoi, tu vois. Donc voilà, ouais, on est vraiment concentré sur les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi qu'on a dû être un peu plus sélectif à l'entrée dans le réseau de photographes et de vidéastes. Parce qu'aujourd'hui, ils viennent spontanément chez nous. On a 2-3 candidatures par jour, vraiment. Mais on en prend, sur une trentaine de candidatures, on en prend 5. Ah oui, ok, d'accord. Parce que maintenant, on leur demande qu'ils aient de l'expérience. Au départ, on était plus dans « ouais, mais vous avez un talent, on va vous aider, on va vous accompagner ». Et souvent, les particuliers, c'est au coup de cœur aussi, tu vois. Donc, et comme ils démarrent, ils sont plus enclins à faire des tarifs plus réduits aussi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que nos clients ont des exigences très hautes et on ne peut pas leur dire qu'on laisse la chance à un chouette photographe. C'est ça. Maintenant, le chouette photographe, il n'y a pas de problème. S'il veut se greffer à des projets et apprendre et après venir avec des référents qu'il peut présenter à un client, s'il a de la matière et de l'expérience autre qu'il a à présenter, nous, il n'y a pas de souci. L'âge n'est pas un critère, c'est ça que je veux dire, quoi. Tu peux avoir 16 ans et être hyper doué. Un mec qui bosse bien en général. Voilà, et il n'y a aucun problème, tu vois. Mais c'est juste qu'on demande qu'ils aient déjà, en tout cas, une démarche professionnelle aussi, qu'ils soient en activité, qu'ils aient eu au moins un référent, tu vois, qu'ils aient un peu d'expérience et des chouettes photos à présenter à nos clients, quoi. Mais c'est une bonne solution que vous présentez parce que j'écoutais un podcast justement d'un mec, le podcast Nouvelle École, et il avait une photographe qui était venue. Et en fait, c'est un domaine qui est hyper concurrentiel parce qu'il y a de beaucoup plus en plus de gens qui veulent se mettre à la photo. Ça s'est blindé, démocratisé sur ces dernières années. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent vraiment en mode touriste et ils disent ouais, j'ai fait quelques photos en Instagram et j'ai envie de me professionnaliser ou... Ouais, il y a déjà des cas qui sont venus. Mais c'est surtout, en fait, nous on les appelle les photographes de coquelicots, si tu veux. Vraiment, les mecs, ils ont acheté un appareil réflexe qui leur a pas coûté très cher, comme tu dis. Il y a maintenant des très bons appareils qui sont démocratisés. Et ils vont le week-end avec une casquette, ils vont faire des photos d'oiseaux dans la forêt, des photos de fleurs, et puis ils publient et ils sont en mode je veux m'inscrire chez Utopix. Et nous on leur dit écoutez, vous faites des très belles photos, mais aujourd'hui nos clients n'achètent pas des photos de pâquerettes ou d'oiseaux ou de cygnes sur un lac, quoi, tu vois, ou des photos des pandas de Paradisa, parce que c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Et je dis pas, il y en a qui sont très talentueux, mais tu vois, ils s'inscriront plus. Mais c'est un vrai métier, quoi. C'est un métier, photographier une fleur, je pense, il faut avoir un regard, il faut capter la situation, etc. Mais il y en a qui le font par pure passion. On n'a pas que des professionnels qui sont à 100%. Hein. On a des indépendants complémentaires aussi. Donc par exemple, eux, ils vont pas prester la semaine parce qu'ils travaillent, mais par exemple pour un événement, un week-end, un truc qui leur plaît, ils vont débloquer du temps. Donc on ne demande pas que ce soit 100% professionnel. C'est dur de vivre de la photo aujourd'hui. Mais faut savoir que dans notre vision, on aimerait aussi développer une marketplace photo. Donc, c'est-à-dire un espace où les photographes pourront mettre des photos en vente, qui ne sont pas spécialement des photos qu'ils auront réalisées pour un client Utopix, par exemple. Et s'il a des belles photos de paysages, pourquoi pas les vendre, c'est ça, tu vois, quoi. Et aujourd'hui, on est déjà dans cette démarche. En fait, on est en discussion avec Belga Images. Donc, tu vois, l'agence Belga News Agency. Ils ont un espace de vente de photos qui est dédié au monde de l'édition, de la presse, etc. Donc, ils ont beaucoup d'images et c'est surtout centré sur la Belgique, puisque c'est pour les journaux belges, la presse belge. Et donc, ils nous ont demandé, comme on a un réseau de photographes, si on pouvait déjà faire un tri grâce à ce réseau, d'amener du contenu sur leur plateforme. Donc voilà, on est en phase de test, comme ça tu sais, et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Et ça ouvre de nouvelles perspectives parce que tous les photographes ne font pas que du corporate et des photos de portraits ou d'événements. Parfois, il y a des passionnés très doués qui font des photos dans la nature et qui sont des très très belles photos et qui ont de la valeur et qui peuvent être commercialisées aussi. Donc vous n'avez pas trop de mal à trouver des photographes, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais comment ça, donc ça c'est l'input, vous avez votre fournisseur entre guillemets, mais pour les clients, vous démarchez des entreprises, comment ça se passe? Parce que des particuliers, ça va se faire via le bouche à oreille par exemple. Pour une entreprise, comment ça se passe? Vous devez aller leur proposer ou est-ce qu'ils viennent aussi naturellement vers vous?
Il y a une grande démarche. Enfin, aujourd'hui, tous nos efforts sont centrés sur le marketing. Démarcher des clients. Il y a une grande partie qui se fait grâce au site web. La promotion via Google, via les réseaux sociaux. On a mis en place un blog. Donc, on fait beaucoup de choses dans le digital aussi, puisque notre entreprise est digitale, vu que ça se passe à travers une plateforme. Donc, il faut qu'on communique beaucoup à travers le digital. À côté de ça, on a quand même 2 personnes dans l'équipe qui se dédient aussi à contacter directement des clients potentiels. On a vraiment 2 cibles très précises, des clients comme on les appelle one shot. C'est une entreprise qui va faire appel à un photographe une fois par an pour le team building par exemple de l'année ou pour faire les photos portraits des collaborateurs. Ça peut être n'importe quelle entreprise quoi, clairement. Ces gens-là, on va essayer de les cibler vraiment sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas un réseau étendu dans le domaine. Ils vont aller chercher sur Google photographe Bruxelles et ils vont tomber sur Utopix, quoi, tu vois. Et là, il faut les convaincre. Et l'autre type de client, c'est le client récurrent, typiquement l'agence d'événementiel. L'agence d'événementiel, elle a entre 10 et 20 events dans un mois. Et c'est 10 à 15 fois où ils doivent faire appel, 10 à 20 fois où ils doivent faire appel à des photographes pour différents types de missions. Et là, la plus-value qu'on a pour eux, c'est la rapidité de réponse. C'est ça, c'est beaucoup plus simple. Le réseau, on peut leur trouver rapidement quelqu'un disponible à proximité, donc dans un budget aussi imparti, qui a la compétence requise, parce que parfois c'est des missions event, parfois il y a des missions où il va devoir faire un studio, parfois il va devoir faire des packshots de produits sur... Enfin, tu vois, il y a vraiment tout type de missions. Et la langue aussi qui est importante en Belgique. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons. Puis on s'occupe de tout, quoi. Ils nous passent la demande, on s'occupe de tout, on briefe le photographe, on s'assure que tout est en ordre, on s'assure du paiement, de la livraison des photos en temps et en heure. Donc on est vraiment un partenaire pour eux et ça leur facilite la vie. Ça leur simplifie la vie, quoi. Voilà. Mais chez eux, la démarche, c'est aller les rencontrer une première fois. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des habitudes. Ils ont travaillé avant qu'on arrive, tu vois. Donc ils ont des photographes, ils ont leur réseau. Et en fait, il faut qu'on arrive au moment où leur photographe n'est pas dispo. Et là, on rentre dans le loop et puis ils se rendent compte que c'est tellement plus facile et c'est un truc en moins à gérer. Qu'en fait on reste et on continue à travailler. Et puis leur photographe vient chez vous après. Ouais, pour l'instant c'est pas encore arrivé parce qu'alors en général c'est aussi le cas du photographe qui est plus âgé et puis il est en fin de parcours donc il prend moins de missions et donc voilà. On arrive à un bon moment et ça c'est des clients en fait ils ont pas le temps, tu vois, ils vont pas chercher et donc c'est si le photographe pas dispo, il va lui demander à lui s'il connaît pas quelqu'un, tu vois. Donc là il y a un peu plus c'est plus du rentre dedans quoi. Tu dois aller un peu démarcher et aller trouver la bonne personne et lui dire hey, j'ai un chouette truc pour toi, est-ce que tu as 5 minutes pour écouter mon projet quoi. Et donc c'était comme ça au début, ça fait combien de temps que vous avez lancé ça? Alors Utopix ça fait 2 ans, on était Maxime et moi à l'origine, on a fait tous les deux la communication. Et c'est à la fin de nos études en Master 2, je crois, on avait un cours de business plan qui était en fait, on nous demandait de réaliser une entreprise fictive et pour laquelle on devait penser tout le business plan, quoi. Modèle de rémunération, qui sont tes clients, comment tu vas les démarcher, qu'est-ce que tu leur vends, quelle est ta plus-value, etc., etc. Et on avait une idée dans le domaine des banques d'images. On voulait commercialiser des images, on s'était dit avec Instagram, avec la photo qui s'est démocratisée, aujourd'hui il y a plein de contenus hyper riches qu'on pourrait mettre en vente à travers une marketplace, quoi. Et ça c'était notre idée d'origine. Puis on a intégré Nestup ici à Mont-Saint-Guibert. C'était un programme de 3 mois en fait, intensif, avec des coachs de différents horizons. Et leur objectif, c'est de te challenger sur ton idée et justement de te dire, ok, maintenant, tu as une chouette idée, qui sont tes clients, quels problèmes tu résous chez tes clients et comment tu commercialises ta solution, quoi. La valeur ajoutée que tu leur vends, quoi. Et en fait, pendant 3 mois, ça a été une démarche, c'est torturer ton projet dans tous les sens pour voir quels sont les points bloquants et chaque fois, en fait, on a fait un cheminement où on devait chaque fois déterminer quelle était notre hypothèse critique, donc vraiment... Quel est le point qui fait que je ne peux pas faire le pas suivant tant que ce point-là n'est pas résolu? Typiquement, quand tu commences, c'est « Ok, j'ai un projet, qui est mon client? Qui va acheter mon projet ?» Au début, c'était ça, on a cherché nos clients. Et nous, on voulait vendre ces photos à des marques. Tu vois, on s'était dit « je sais pas moi, dans tous les comptes Instagram, les gens font de super belles photos, tu vois un logo, on pourrait rassembler tout le contenu, aller le présenter à une marque et dire regarde, tu peux engager ton public, si tu achètes les photos, tu leur vends des bons en cadeau. » Enfin, on avait vraiment plein d'idées et on s'est rendu compte très rapidement que les marques, c'est pas facile d'entrer en contact, surtout quand tu es une petite start-up et que tu n'as pas grand-chose à vendre et de développer, quoi. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que si, quand on voulait rassembler un réseau de photos, donc de photographes, prendre n'importe qui, c'était pas une bonne idée. Parce que du coup, on avait tout et n'importe quoi dans les contenus.
et que toi, c'est une photo que tu vas trouver belle n'est pas spécialement belle pour quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a plein de gens qui s'autoproclament photographes aussi, quoi. Autant ça s'est démocratisé, et en même temps, je suis pas d'accord avec ce que tu disais, parce que d'un côté, ça s'est démocratisé, tout le monde s'autoproclame photographe. Ouais. D'un autre, ça s'est tellement professionnalisé pour ceux qui en vivent qu'aujourd'hui, tu as du matériel photo, mais c'est impayable, quoi. Je veux dire, c'est des matériels de fous furieux qui coûtent hyper cher, et ça n'a rien à voir avec un iPhone. Enfin voilà. Mais donc, le photographe, ils sont en soi, oui, être photographe, ça veut dire quoi, tu vois? Est-ce que ça veut juste dire j'ai un numéro de TVA? Parce que tu as des mecs qui sont photographes professionnels et ils font des photos pas terribles, quoi. Et parfois, nous, on nous refusait des gars qui ont 35 ans de métier, ils sont en mode oui, je comprends pas pourquoi j'ai pas été pris. Et quand tu vois leur portfolio, tu te dis bon, ben, je sais pas à qui je vais vendre ça aujourd'hui, quoi. Tu vois, dans mes clients, je connais mes clients, je connais leurs attentes. Tu fites pas, quoi. Donc voilà, c'est très délicat, la frontière professionnelle, et en même temps, je m'autoproclame pro alors que j'ai pas du matos de dingue, mais je fais des super belles photos. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout dans le domaine. Et pourquoi je te racontais ça? Oui, parce que du coup, on avait tout dans nos photographes, et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on segmente ça et qu'on prenne des professionnels, ou en tout cas des gens qui avaient une démarche professionnelle dans la photographie. Et c'est comme ça que le réseau, on l'a déjà rendu plus qualitatif. Et on allait en fait démarcher des agences, parce qu'on s'était rendu compte que ça c'était plus accessible aussi, qu'ils avaient des besoins en images qu'ils ne trouvaient pas spécialement que sur des banques d'images. Donc je vais te prendre un exemple clé. Enfin, en gros, c'est une mission qu'on a réalisée. C'était pour une campagne de com à Bruxelles sur le vélo. Mais trouver des photos de vélo dans Bruxelles sur des grosses banques d'images, c'est pas facile, quoi. Tu vois, c'est des grosses banques d'images américaines. T'as pas une photo de vélo de Bruxelles. Et donc là, typiquement, on avait trouvé cette agence qui nous disait « Ouais, mais ça, c'est génial, vous pouvez passer une annonce pour cette campagne-là. » Et quand on allait démarcher d'autres agences, il n'y avait pas le produit fini, tu vois. En gros, on créait une galerie par demande spontanée. Alors, ils nous disaient « Ouais, c'est vrai que c'est chouette votre projet, mais là, tout de suite, j'ai pas de demande spécifique pour un client. Par contre, j'ai un événement dans 3 semaines et j'ai pas de photographe, tu vois. » Et en fait, c'est en allant à la rencontre... C'est comme ça que ça a germé, quoi. C'est en allant vraiment à la rencontre de notre marché, d'écouter ton client, d'écouter ses besoins. On s'est dit, ok, en fait, on a un réseau de photographes dont on veut vendre les photos, mais mon client, ce qu'il veut, c'est le photographe, tu vois. Et donc, on s'est dit, bon, bah, il y a un moment, il faut écouter ton marché, quoi. Et en fait, voilà, on s'est lancé là-dedans il y a 1 an. On a donc développé cette mise en relation, tout simplement. Donc, on est un intermédiaire de mise en relation. On leur aide à faire... On fait un premier filtre sur la demande du client par rapport aux compétences, au budget, au parcours du photographe, la touche artistique. Parfois, certains clients cherchent un style bien particulier, et on leur présente une sélection. Et ensuite, le client dit, bah voilà, donc il peut voir le portfolio de chaque photographe en ligne, avec son offre de prix, son expérience, ses référents clients, blablabla. Et voilà, il nous dit, bah voilà, moi j'aime bien le travail de Geoffrey, par exemple, j'aimerais travailler avec Geoffrey. Bam, nous on s'occupe de faire briefer Geoffrey complètement pour la mission. On s'occupe d'envoyer la facture au client, le photographe arrive briefé sur place, il réalise la mission, il nous livre les photos, on fait un quality check, mais en général, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu les as sélectionnés en amont. On les a sélectionnés en amont, tu vois, donc il y a rarement de mauvaises surprises, ça ne nous est pas encore arrivé, heureusement. Et puis, on livre les photos au client, et le client, il n'a plus qu'à nous dire, voilà, je suis content, ma prochaine mission, c'est dans 2 semaines. Et donc voilà, on est vraiment l'intermédiaire, et puis pour les photographes, on s'occupe de rémunérer leurs prestations aussi par la suite, quoi. Donc c'est aussi une garantie pour eux de se dire... en fait, il y a énormément de photographes qui détestent faire la partie marketing, la partie administrative, qui sont même pas doués en fait pour faire du marketing. Oui, eux ils aiment la photo, tu vois. Voilà, ce qu'ils ont envie de faire, c'est prendre leur appareil, faire les photos, retoucher, pas tout ce qui est la partie admin, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent ouais, je suis en train de penser à utiliser Utopix aussi pour mes autres clients parce que c'est quand même plus facile. Enfin, tu vois, c'est tous des signaux forts qu'on reçoit aussi de la communauté qui nous disent qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qui peuvent être développées, quoi. Donc vous avez hyper fort pivoté en fait par rapport au début, quoi. Ça n'a rien à voir. Aussi bien du côté des photographes que de la demande des clients, quoi. Ouais, on a complètement pivoté et c'est dur quand tu démarres. Est-ce que vous étiez fort convaincu de votre idée de base ou est-ce que vous vous disiez quand même non, il y a moyen qu'elle change? En fait, si tu veux, faire Nestop, ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, ça, c'est un conseil que je peux donner quand tu démarres. Après, ça dépend du parcours de chacun, mais tu vois, Maxime et moi, on avait fait que l'université, la haute école, et on n'a jamais eu de formation, entrepreneuriat, etc. Tu vois, c'est un truc qui est un peu à la mode maintenant.
Mais il y a 4 ans, c'était pas vraiment le cas. Non, ça existait, enfin, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Tu vois, business plan, c'était déjà une première approche. Je trouvais un cours de business plan qui nous a mis un peu, tiens, si vous voulez lancer un projet, voilà à quoi il faut faire attention. Okay. Et ça a été le premier signal. Et puis d'avoir rejoint Nestop, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que c'était non-stop comme ça, du challenge et d'apprendre une méthodologie de travail. Quand tu commences de nulle part, par où commencer? Tout simplement, il y a trop de trucs, tu vois. Tu sais pas par où commencer. C'est pas par où commencer, et eux, ils t'apprennent. Enfin, ce qu'ils nous ont appris, c'est vraiment à te poser la bonne question. Qu'est-ce qui est critique pour toi maintenant? Et tu dois concentrer ton énergie que à ça, avant d'aller penser à où tu vas installer tes bureaux. On s'en fout. Commence par trouver un client qui va acheter quelque chose, tu vois. C'est ça. Et quand tu commences, tu penses à 10 000 trucs, tu te dis, qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre, etc. Et pourquoi je t'ai raconté tout ça? Pourquoi vous avez commencé Nestop? En quoi ça vous avait aidé de commencer ça? Ouais, je sais plus où je voulais en dire. Oui, en gros, donc c'était aussi, on a appris la méthodologie Lean. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Lean, tu as ton idée, tu la testes sur le marché, tu prends les feedbacks, puis tu l'améliores. Ouais, voilà, c'est commencer très petit pour aller tester ton idée, la casser, la reconstruire s'il faut. Donc dès le début, tu vois, on a été drillé dans un comment dire, un cercle, un cycle où c'était, voilà, tu vas construire quelque chose, mais ça peut être complètement démonté, et fais-toi à l'idée que tu vas peut-être tout construire demain et que ton idée va évoluer. Et une des premières choses qu'ils nous ont dit quand on est arrivé, c'est votre idée, elle vaut rien, tu vois. L'idée, ce qui marche, c'est son exécution, et c'est ce qui va marcher, enfin ce qui va tenir sur le marché, et qu'on voit trop d'entrepreneurs qui sont complètement amoureux de leur solution, amoureux de leur idée, et qui ne sont pas prêts à la déconstruire et la reconstruire pour en faire quelque chose. Ou même en parler, parfois les gens ont peur qu'on vole leur idée, quoi. Ouais, aussi, mais ça aussi, ils nous ont dit dès le début, si vous n'avez pas envie de parler de votre idée, vous n'arriverez jamais à commercialiser quoi que ce soit, parce que bon, il y a toujours des limites, évidemment. Si tu es en train de créer un nouveau prototype ultra compliqué, nous, il n'y a rien de difficile, tu vois, il n'y a pas de barrière à l'entrée chez nous, c'est une plateforme de service. Il n'y a rien, on est hyper transparent depuis le début, et au plus tu en parles autour de toi, au plus tu peux récolter aussi des contacts, des potentiels clients, enfin voilà, nous ça nous a vraiment ouvert, et non, vraiment ça vous a aidé, quoi. Ouais, ça nous a beaucoup aidé, et je pense que il faut pas être amoureux de sa solution, ou il faut pas, enfin on en parlait tout à l'heure, il faut pas avoir l'idée du siècle pour commencer, tu vois. Tu dois avoir un truc qui te plaît, trouver un problème sur le marché auquel... je réponds à une de tes questions que tu m'avais posée tout à l'heure aussi, c'est si moi c'est un problème que j'avais rencontré personnellement, en faisant la communication, trouver des photos, même quand on était étudiant, tu vois, trouver des photos, t'allais dans Google Images, mais c'était pas terrible, quoi, tu vois. Toutes les belles photos que tu voyais pour tes campagnes, elles étaient à acheter sur des Getty Images à 500 € l'image, et on t'a dit, c'est quand même chiant cette histoire, on ferait pas une nouvelle banque d'images plus créative avec du contenu d'utilisateurs, etc. C'est vraiment de là qu'a germé l'idée. Et c'est dans notre domaine, parce que voilà, c'est dans la communication, là on est toujours dans la communication, on fait du marketing, on est dans la com, tu vois, et on a une bonne casquette parce qu'on a fait des cours de photo en fait aussi. Ah oui, tu comprends ton domaine. Voilà, quoi. Je comprends mes clients, je suis même un peu plus du côté client vu que j'ai fait la com, je comprends leurs attentes et leurs besoins. Et je vais savoir le traduire auprès d'un photographe qui va me dire oui, mais on n'a pas pensé à la luminosité, du blablabla, blablabla. Et je vais lui dire écoute, ça c'est ton domaine d'expertise, mais non pas au client. Le client il veut ça, fais en sorte qu'il ait ça. Donc on est un peu l'intermédiaire pour traduire les attentes de l'un et l'autre. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en gros t'as pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Je pense que dans ton domaine tu vas être confronté à des choses qui vont t'énerver, des problèmes, et tu vas avoir envie de les résoudre. Et comme ça tu vas pouvoir te lancer aussi en disant tiens, j'ai trouvé un problème, je vais le résoudre. Et comment je fais, tu vois. Et voilà, et tu vas entreprendre là-dessus, et puis en fait ton projet va se construire avec à la rencontre de ton marché et en écoutant les besoins des clients. Quoi. Donc vous vous êtes lancé à la suite de ce cours sur le business plan. Pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec Maxime, et comment est-ce que vous avez su que vous alliez faire une bonne équipe Ouais, ça c'est vraiment que c'est un point très important, l'équipe, et d'être complémentaire, c'est vraiment super important. Là où, quand on est arrivé ici à Nestop, on était même 3 à l'origine, 3 de l'IEX, donc 3 à avoir fait la com. Et ils nous ont dit, mais je comprends pas très bien, là, vous avez tous les trois fait la com, pourquoi vous lancez ça à 3 ? Et au début, innocent comme tout, on était là, on a travaillé ensemble, on a eu cette idée ensemble, on l'a construit ensemble, donc on veut la lancer ensemble. C'est oui, mais qui fait quoi et qui apporte quoi au projet, tu vois ? Et on s'était un peu regardé dans le blanc des yeux, je sais pas, on allait le définir, quoi. Et en fait, ça se fait aussi au fur et à mesure. Où, en fait, moi, j'ai fait en parallèle à Nestop, j'avais commencé une année en gestion.
Donc j'ai appris toute la gestion de base, hein, je veux dire, après avoir C'était fait un la master com. complémentaire, quoi. Ouais, c'est un master Ok. complémentaire. Et j'ai appris donc la compta, comment faire un plan financier, tous ces aspects-là qui sont très très importants pour une start-up aussi. Donc j'ai un peu pris ça à ma charge. Et je suis plus en charge du pôle presse et du pôle account client. Et ça s'est fait naturellement aussi au fur et à mesure, hein. Je veux dire, au début, quand Maxime et moi, on a commencé à travailler ensemble, on faisait tout à deux, tu vois. Et maintenant, bah, que la boîte a un peu grandi, qu'on a un pôle IT qui nous a rejoints, les rôles sont beaucoup plus définis. Par exemple, Maxime, maintenant, il est beaucoup plus commercial. Dans tout ce qui est stratégie digitale, présence sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon domaine, tu vois. Et en fait, on est complémentaires comme ça. Mais au départ, c'est vraiment, on se connaissait, on était deux bosseurs et spontanément, en fait, on a eu cette idée ensemble. Et donc, c'est lui qui m'a proposé de rejoindre Nestop, de le faire à deux. Mais au départ, les rôles n'étaient pas définis. Ouais, je savais que moi, j'avais plus d'affinité dans tout ce qui était la gestion, on va dire, pure et dure. Et là où lui avait plus un type commercial et réseaux sociaux, il a travaillé en agence de com, où il était community manager. Donc, c'est beaucoup plus son domaine, là où moi, pas trop. Et bah ouais, petit à petit, quand tu commences, bah, on se rend compte qu'on a des complémentarités et puis ça s'est creusé encore et maintenant on a vraiment des rôles bien différents. Mais au départ, ouais, on a direct été challengé sur le ok, pourquoi vous êtes ensemble et pourquoi vous avez fait les mêmes études. Et Nestop, c'est pas de la langue de bois, j'ai l'impression. Ils t'arrivent et ah ouais. ils te mettent, j'ai l'impression qu'ils t'accueillent avec 2 gifles, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement. Mais c'est bien parce que tu dois savoir te remettre en question tout le temps. Mais j'avoue que moi, ça a été une de mes premières claques parce que quand il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Je comprends pas trop. Tu vois, je dis, si, il y a plein de choses à faire. Et puis, ouais, non, ça s'est vraiment défini au fur et à mesure. Mais par contre, dès le début, on a su qu'on voulait faire une plateforme IT. On n'avait pas de pôle IT dans l'équipe. Gros problème, tu vois. Là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On cherche quelqu'un, un profil technique. On se forme. Je sais qu'on a hésité un moment à envoyer Max apprendre à coder, et puis on se dit, mais c'est un métier, tu vois, on ne peut pas tout faire. Et on a eu la chance de rencontrer Mathieu, parce que Mathieu était photographe complémentaire. Il faisait des très belles photos de paysages, mais la preuve en est, tu vois, il n'était pas photographe de formation. Et moi, je l'avais contacté pour le réseau, parce qu'à l'époque, on voulait vendre les photos. Et je lui avais dit, tiens, Mathieu, voilà, tu as des belles photos, blablabla, ça t'intéresserait de les vendre? Il m'avait fait, ouais, c'est cool votre projet, tu sais m'en dire un peu plus. Et donc, je lui ai expliqué, et puis il m'avait dit, ouais, j'ai vraiment eu un jour l'idée de développer une plateforme du genre, ça m'intéresse. Je dis, comment ça, développer? Que veux-tu dire? Et puis voilà, en fait, Mathieu, bah, il l'est toujours, mais maintenant pour Utopix. C'est un développeur back-end et donc dès le début en fait ça a été un match direct vous savez il est venu on l'a rencontré, on l'a dit bah, écoute viens on va te présenter un peu le projet, on va te présenter l'équipe, nos ambitions, comment on aimerait que ça évolue et il a accroché direct quoi. Il nous a pas rejoint tout de suite parce que il avait une autre réalité professionnelle, il avait des engagements là où Maxime et moi on a commencé tout de suite après les études. Donc, ouais, il n'y a pas de mariage, pas de bébé, pas de prêt à rembourser. C'était le moment, quoi. Voilà, donc on fait ce sacrifice encore aujourd'hui, mais je ne regrette pas du tout. Là où lui, bah, il avait d'autres engagements et un bébé en route, donc bon voilà, tu vois, il ne pouvait pas c'est pas la même situation. Être dans une situation aussi chaotique dès le début. Donc, il a travaillé énormément le soir, le week-end. Aussi, on a travaillé pendant 1 an comme ça, parce qu'il faut se faire confiance aussi, tu vois. En fait, trouver un cofondateur, c'est plus compliqué que trouver ton copain, ta copine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mariage et il faut une relation de confiance. Il faut que ce soit transparent, que tu puisses tout dire à la personne en face de toi. Échanger les attentes aussi. Comment tu te vois dans 3 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu veux toujours participer? Est-ce que tu... Bon, tu peux pas tout prévoir, évidemment, tu vois. Mais être clair dès le début, quoi. Mais dès le début, voilà, être cash, savoir ce que la personne a comme attente, comme ambition, etc. Donc pendant 1 an, on a appris à se faire confiance aussi parce que nous on avait rencontré d'autres profils IT où c'était un peu foireux. Enfin, ils avaient commencé à bosser, puis quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas tout de suite un salaire, qu'il fallait bosser le soir, que bref. Et après 1 mois, ouais non finalement, sorry, ça va pas le faire. Quoi. Donc il fallait que nous aussi on ait confiance en lui avant de lui dire rejoins et prends des parts dans la société, tu vois. Et pareil pour lui, est-ce qu'on allait être des gens de confiance? Et finalement, 1 an durant, ça s'est super bien passé et on a lancé une première version de la plateforme et puis on s'est enfin mis en société, on a levé des fonds récemment,
ce qui permet d'enfin payer l'équipe aussi. Et donc voilà, il nous a rejoint dans un cadre un peu plus stable aussi, quoi. Okay. Mais la relation de confiance était là et la complémentarité ça prend du temps aussi, à se développer, quoi. Ouais, clairement. Vous vous êtes lancé à la fin de vos études, enfin, sauf pour Mathieu. Votre entourage, il réagit comment? Tu te dis, ok, on se lance là-dedans. Moi, j'aurais l'appréhension de dire, je me lance. Comment ils réagissent, quoi? Ça dépend vraiment de chaque situation. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. Et je les remercie parce que sans leur soutien, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, moi, j'ai plutôt toujours bien réussi aux études. Et donc, ils m'avaient dit, tant que... on a confiance en toi et si tu crois en quelque chose, on veut bien te soutenir. Maintenant, là, ça fait... depuis que je me suis lancée, ils en ont un peu marre, tu vois. Ils sont en mode, bon, c'est quand que tu quittes la maison et c'est quand que tu vas au début, quand tu te lances, tu n'as pas beaucoup de résultats pendant une longue période, quoi. Voilà. Je pense que de nouveau, c'est très important de communiquer avec les gens qui te soutiennent, que tu expliques ce que tu vis, comment tu le vis, tes difficultés, tes victoires aussi, partager ça avec eux. Voilà, moi la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont laissé rester à la maison alors que j'avais pas de salaire et que moi tous mes amis ils bossent, tu vois, et leur première voiture de société, moi je suis toujours chez papa maman, je galère. J'avais l'impression de continuer ma vie estudiantine en galérant là pendant encore 2 ans. Mais voilà, chaque avancée, c'était de les partager aussi avec eux et de leur dire voilà, bientôt on va lever des fonds, voilà comment ça se passe. Et je pense que c'est ça aussi qui les a fait garder foi en moi et qui m'ont pas dit un jour maintenant tu vas te trouver un boulot et tu dégages de la maison que voilà. Ils t'ont soutenu, quoi. Ils m'ont vraiment soutenu. Et chez Max aussi, chez Maxime, ses parents comprennent un peu moins ce qu'il fait, mais pareil quoi. Ils lui ont laissé le temps, ils lui ont dit écoute voilà, il y a pas de souci. Mais c'est dur parce qu'effectivement, on a un âge où on a envie de construire sa vie, surtout quand les gens autour de toi évoluent. Ils sont déjà, pour plusieurs, ils ont reçu une promotion, ils ont leur première voiture. Tu vois, t'es là, bon, allez, t'es toujours dans la galère. Mais ça vaut, franchement, ça en vaut tellement. Faut voir long terme. Voilà, faut voir long terme, faut garder cette vision long terme. Et c'est beaucoup de sacrifices aujourd'hui. Mais je regrette pas du tout et comme tu dis, c'est un confort de vie qui est tout autre, mais moi là, je suis tellement heureuse de me lever tous les matins et d'aller relever mon propre challenge que celui d'un employeur. Au final, qu'est-ce qui est plus important pour toi, quoi? Est-ce que c'est plus important pour toi d'être dans le confort matériel, mais de peut-être pas faire un métier qui te plaît, ou faire quelque chose qui te plaît et pendant plusieurs années, c'est pas trop ça au niveau financier, quoi. Ouais, clairement ça a été galère, mais voilà, je regrette pas du tout et c'est des moments de bad vraiment parce que il y a des moments où vous vous êtes dit oh là là ça marche pas. Ouais, il y a eu c'était juste avant la levée de fonds, je crois que c'était il y a maintenant ça va faire 6 mois, mais il y a 6 mois c'était vraiment très très dur parce qu'on stagnait en fait. Parce qu'on n'a jamais eu de financement, on a reçu quand même la bourse de préactivité qui nous a permis de développer la plateforme. Parce que voilà, Mathieu a codé la plateforme pour nous, mais il n'a pas toutes les compétences techniques. On a dû faire appel à du design, à des juristes aussi pour avoir des conditions générales de vente. Quand tu fais du commerce, tu dois te payer une activité aussi. On n'avait pas de numéro de TVA, on s'est inscrit à la Smart. Enfin, tu vois, il y a quand même des dépenses, quoi, tu vois. Mais tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait en marketing. Très peu de moyens, pour être honnête avec toi. Je crois qu'on claquait 200 € par mois, 200-300 € par mois, pour faire tout ce qu'on avait à faire en dépenses marketing. Et donc, il y a un moment où tu stagnes, quoi, tu vois. On se démenait pour essayer d'appeler des clients, et puis il y avait de la paperasse administrative. Bref, on avait vraiment un coup de mou. Et à ce moment-là, en plus, on a eu une proposition de rachat d'une boîte, mais la première qu'on a eue. Et c'était vraiment ras des pâquerettes, où le gars nous disait, je vous aime bien, vous avez une bonne idée, maintenant j'aimerais que vous veniez la développer pour moi, quoi. Donc en gros, il nous achetait, mais c'était simplement pour qu'on développe le projet chez lui, donc que ça lui appartienne, et en fait, il nous a pâté en disant, mais vous allez avoir un confort, vous allez avoir un salaire. C'est hyper vicieux. Et quand t'es là depuis 1 an et demi et que tu rames, tu te dis, c'est quand même pas dégueulasse comme proposition. Mais on s'est dit, en fait, on va juste plus, ça va plus être notre projet, c'est pas la même motivation, et de nouveau, en fait, on va se retrouver dans une situation où on va développer quelque chose pour quelqu'un, tu vois, et on s'est dit, maintenant, on n'a pas tout tenté, et je pense qu'on serait dégoûté de ne pas avoir tout tenté, d'avoir accepté la première proposition. J'ai bossé pendant 1 an et demi, et puis après, je file mon travail à quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, et puis bon, il te dit, ouais, mais non, t'inquiète, tu pourras développer ton projet, c'est ton projet, sous ta marque, etc., etc.
il n'y a rien à faire, tu vois. Le jour où tu travailles pour quelqu'un, s'il a envie que ce soit rose et pas bleu, ce sera rose, tu vois, et t'as rien à dire. C'est quoi. ça. Donc voilà, on s'est dit, je pense qu'il faut qu'on teste. On lui a dit, voilà, merci beaucoup, mais je pense qu'on a d'autres choses à tester avant de pouvoir accepter. Et bon, le temps nous le dira, tu vois, mais aujourd'hui, je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision. Et voilà, on avance, on fera des erreurs, on en fera encore, hein, mais c'est la plus belle école, le plus bel apprentissage, quoi. Apprendre de ses erreurs. Donc voilà, pour l'instant, écoute, je suis très contente d'avoir refusé cette offre-là. Et comment ça se passe une levée de fonds? Est-ce que c'est vous qui l'organisez? Est-ce qu'on vient à vous pour vous proposer de lever de l'argent? Comment ça se passe? C'est plutôt toi qui vas demander de l'argent en général. J'imagine bien. Ça pourrait arriver dans l'autre sens. Hein. Ça pourrait que tu rencontres quelqu'un qui dit j'aime votre projet, j'ai envie d'investir en vous parce que je crois en vous, mais c'est plutôt en général la start-up qui dit là pour faire ce qu'on a envie de faire, il va nous falloir de l'argent, tu vois. Nous, c'est clairement ce qui s'est passé et préparer une levée de fonds, ça prend beaucoup de temps. Et quand on est jeune comme Utopix l'était à ce moment-là, enfin on l'est toujours, tu vois, mais c'est très dur d'anticiper tes besoins futurs. Surtout que, comme je te disais, tu vois, ce qu'on a investi, ça a toujours été ce qu'on a gagné. Donc, à partir d'un moment, c'était pas difficile. Mais si tu as des ambitions de vente plus importantes, quelque part, tu dois mettre l'argent en amont pour arriver à ce résultat. Et donc, tout le jeu maintenant, il est dans la mesure de tout ce qu'on entreprend comme campagne marketing. Tu vois, ok, ça coûte combien et combien ça rapporte. Ok, est-ce que je dois continuer à aller dans cette direction ou moins et investir plus ailleurs, tu vois, par exemple dans des salons, j'en sais rien, je dis quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment tout cet aspect de mesure de tes coûts. Et quand tu démarres et que tu n'as jamais eu de structure, que tu n'as jamais payé de salaire, tu n'as jamais eu des coûts réels de société, c'est très dur d'estimer et d'anticiper. Tu vois, j'ai passé, sans déconner, je crois 4 mois sur mon plan financier à faire Et c'est des hypothèses, c'est pure hypothèse. Enfin, je suis sûre que dans les entrepreneurs, t'entends... il y a souvent on fait des plans financiers, mais au final, personne ne respecte son plan financier, ne réalise son plan financier, tu vois. Donc, j'ai fait des hypothèses, j'y crois, parce que dans l'équipe, on est plutôt terre à terre et réaliste. On n'a pas mis des... après, quand je parle des chiffres de 2021, je fais quand même les gros yeux parce que je me dis waouh. Tu te dis, est-ce que ça va vraiment être comme ça? Est-ce que ce sera vraiment comme ça en 2021? Mais si tu suis des statistiques mathématiques et que tu dis, ma croissance, elle sera d'autant, tu y arrives logiquement. Tu vois, maintenant, la réalité et les hypothèses que tu as pu mettre dedans, on verra bien ce qui se réalise. Maintenant, ce que j'entends énormément autour de moi, c'est personne ne réalise son plan financier. Bon, ok. Ou avec beaucoup de retard. Tu dois bien en faire un à un moment. Tu dois bien en faire un, parce que tu dois pouvoir dire, j'ai besoin d'autant d'argent parce que je projette de faire tel résultat et ça va me coûter autant pour arriver à ce résultat-là, tu vois. Et puis après, c'est le jeu de la négociation, dans le sens où, à la base, nous, on avait demandé un montant, on cherchait 200 000 euros, puis quand on avait été rencontrer nos coachs, ils nous disaient, mais vous êtes fous, à votre stade, de demander 200 000 euros, ça va vous coûter très cher, on va vous demander la moitié de votre société, vous vous rendez pas compte, soyez peut-être un peu plus raisonnable, faites à plus petite échelle, faites des tests avec ça, vous verrez ce que ça donne comme résultat, et puis vous irez lever plus. Bon, et en fait, t'entends tous les sons de cloche. Se faire coacher, c'est génial, mais il n'y a pas un coach qui a le même avis, tu vois. Donc, il y a un moment où tu dois savoir trancher et prendre les décisions et assumer tes décisions, quoi. Et nous, c'est ce qui s'est passé entre le « levez pas trop » et « non, vous levez pas assez ». On s'est dit « ok, on tranche, on va lever pour 1 an ». Et sur 1 an, on pourra voir mettre pas mal de choses en place, mesurer, et puis voir combien on aura vraiment besoin pour passer au step 2, tu vois. Et en fait, on a commencé les démarches comme ça, on a été voir B-Angel, parce que ça, c'est un réseau d'investisseurs privés. On avait été voir le Wing aussi, tu as peut-être déjà entendu parler. C'est un fonds public de la région wallonne qui est très axé start-up et digital. Maintenant, c'est pas quand tu vas avoir des investisseurs privés, ça va pas aussi vite que quand tu vas avoir du public. C'est vrai. Donc, ça va plus vite du côté privé que du côté public. C'est ça que je voulais dire. Et du côté public, on a été toqué à leur porte et le temps des procédures et que tu sois reçu, etc., ça a quand même pris du temps. Et ils nous ont reçus pour 50 000 euros. Mais eux, c'était qu'il y ait quelqu'un avec vous ou pas, on met 50 000. Et là, on a reçu un feu vert. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plus d'intérêt du côté des investisseurs privés et on arrivait à lever plus. Mais ils ne voulaient pas que le Wing co-investisse parce que le Wing a des clauses assez strictes. Et c'est un petit peu à prendre ou à laisser, tu vois. Tu prends ça ou tu prends pas, mais c'est comme ça et on ne va pas commencer à chipoter, quoi.
Et donc finalement, on s'est dit, bon, on va s'offrir plus de flexibilité, on va aller avec le privé. Mais le wing, c'est une super porte, tu vois. C'est ça. On leur a dit, voilà, merci beaucoup pour votre proposition, on reviendra certainement vers vous parce qu'on a envie de travailler avec vous, mais aujourd'hui, on a plus facile de le faire avec du privé et pour des montants un peu plus intéressants aussi, ce qui nous offrait plus de flexibilité sur 18 mois, tu vois. Et donc en fait, si tu veux, on arrivait avec, on cherche 100 000 euros et au final, on en a levé 200. Ouais. Parce qu'à la base, on nous avait dit non, vous n'arriverez jamais à lever 200. Il t'est arrivé devant l'investisseur et t'as dit, t'as dit, je veux 100 000 et puis t'es là, tu veux juste ça? C'était un peu comme ça ou quoi? C'était pas vraiment comme ça, c'est voilà, on cherche 100 pour faire ça, ça, ça et ça. On a eu différentes marques d'intérêt d'investisseurs qui, à notre stade, investissent plus sur une équipe et sur une idée que sur vraiment des chiffres dans le plan financier, des résultats, puisqu'aujourd'hui, on a réalisé qu'une centaine de shootings, tu vois, c'est pas des montants mirobolants. Donc, c'est vraiment plutôt, je crois en l'équipe, je crois en votre projet, je crois en votre idée et je veux vous aider à y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun... Nous, on ne voulait pas qu'ils soient là, mais juste pour mettre 500 euros, 1000 euros, tu vois. On voulait des gens qui s'investissent, mais vraiment. Quoi. Et donc, oui, vas-y. Désolé. Et donc, on avait dit, on va leur demander de mettre une somme minimale, tu vois. Et ils ont tous dit, pas de problème, on suit, on est toujours motivés. Donc, on s'est dit, en fait, on arrivait à lever beaucoup plus. Donc, on leur a dit, mais vous savez, il n'y a pas de souci, on peut tous vous prendre ensemble. On lève plus d'argent, mais on fait de plus belles choses plus longtemps. Donc en gros, en fait, on a levé plus, mais ça nous permet de tenir sur 18 mois. C'est ça. Ce qui laisse un peu souffler aussi, parce que on a fait quand même une levée de fonds très très rapidement, c'est-à-dire qu'entre le jour où on a rencontré la première fois les investisseurs, c'était un pitch devant une salle d'investisseurs, et puis après ils pouvaient dire, tiens, moi je suis intéressé à les rencontrer pour discuter. Et le jour où l'argent était sur le compte, il y a 3 mois qui sont passés. C'est super court. Normalement, le minimum, c'est 6 mois. Maintenant, quand on parle de levée de fonds, il y a quand même la période de préparation avant qui compte, parce que dire que j'ai juste fait la levée de fonds en 3 mois, c'est pas vrai. Puisqu'il y a tout le temps que j'ai passé sur le plan financier. Ça fait 7 mois, quoi, en combiné. Voilà, en combiné, ça fait 7 mois, tu vois. Donc, au final, j'aurais mis le temps minimum que ça prend, mais c'est quand même assez rapide, quoi. Pour des plus gros montants, tu sais, quand il y a des boîtes qui lèvent 1 million, 2 millions, ça leur prend presque 1 an, quoi, tu vois. Chercher le bon investisseur, c'est comme trouver un cofondateur, tu vois. Tu dois trouver quelqu'un avec qui tu le sens. Mais c'est ça. Donc, et si tu te plantes, tu as des obligations par rapport à lui ou non, il met de l'argent qu'il est prêt à perdre? Ouais, c'est important aussi, de nouveau, dans la transparence que tu as. Enfin, nous, on est très comme ça, toutes les boîtes ne sont pas comme ça, mais nous, on est vraiment dans la transparence. Et une des premières choses qu'on leur a dit quand on les a rencontrés, c'est voilà, vous savez qu'on est à risque. Notre objectif, c'est que ça réussisse. Votre objectif, c'est que ça réussisse aussi. On est une équipe, tu vois. Et il faut qu'on y arrive ensemble. Maintenant, on fera tout pour. Je veux dire, j'ai des comptes à leur rendre quand même. Tu vois, ils m'ont donné des sous. Moi, je fais des choses avec cet argent. Tu as intérêt à donner ton maximum. Voilà, je justifie ce qu'on fait avec cet argent. Tu vois, c'est pas qu'on se revoit dans 2 ans pour voir comment ça a évolué. Non, c'est... Déjà, au minimum, on se voit tous les 3 mois. Donc, il y a quand même un suivi. Mensuellement aussi, je leur fais un reporting sur ce qui se passe. Comment ça s'est passé ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais vraiment, nous, on est dans une équipe, quoi. On leur a pas dit, voilà, on doit vous rendre des comptes et vous nous tapez sur les doigts quand ça va pas. On est une team et quand il y a un truc qui va pas, on vient vers vous, mais c'est pour vous nous aider à trouver des solutions aussi. Et pourquoi est-ce que je me suis emballée là-dedans? Parce que je demandais tes obligations par rapport à l'investisseur. Oui. Donc, dès le début, c'est clair et net, on leur a dit c'est de l'argent à risque, c'est-à-dire que si on se casse la gueule pour je ne sais quelle raison, malheureusement, c'est pas ce qu'on a envie, ce que personne n'a envie. Cet argent, on leur est pas redevable, tu vois. Ils savent qu'ils risquent de le perdre. Et c'est a priori pas des gens qui vont mal dormir s'ils perdent cet argent-là. Un conseil aussi, c'est de ne pas aller chercher le fonds de pension de quelqu'un, tu vois, qui a envie de t'aider, donc il va te le donner, mais lui, s'il perd cet argent-là, il est dans la merde, tu vois. C'est vraiment... tu vas trouver des gens qui ont un intérêt, clairement, de financier aussi, de dire, voilà, ça a été comme pour toi, un cofondateur, on est autour de la table, quelles sont tes attentes, qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi, ok, dans 5 ans, tu aimerais bien faire une plus-value, moi aussi, tu vois. Comment on va le faire mais de nouveau, c'est une discussion hyper ouverte, mais ils sont au courant que c'est à risque. Maintenant... voilà, nous, on n'a pas intérêt à se planter et on n'a aucun intérêt à ce qu'on se plante aussi. Donc, il y a un suivi et c'est un échange, un partage aussi. Mais c'est clairement quelles sont tes ambitions et pourquoi tu es là, quoi. Et il y en a plusieurs de chez nous. C'est aussi
de nouveau, tu vois, ils allaient bénéficier du tax shelter, par exemple. Ça a été dit. Voilà, nous, clairement, on aime beaucoup votre projet. Et de toute façon, c'est de l'argent que je vais perdre si je le mets aux impôts. Donc, je préfère le mettre dans une chouette entreprise. Et voilà, au pire, de toute façon, j'allais le perdre, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Mais c'est vraiment, nous, on est vraiment dans la transparence. Et je suis bien contente parce que tout est dit, tu vois. Il n'y a pas de zone d'ombre et tout est clair, quoi. Ok. On arrive à la question de la fin. Si tu devais donner un conseil à un étudiant ou à un jeune qui veut se lancer, qui sort tout de suite de ses études, ce serait quoi ton conseil et la chose que tu as apprise de ton parcours? Waouh, un conseil, c'est dur. J'en ai donné quelques-uns ici dans la discussion, tu vois, par rapport au Invest, par rapport à l'équipe. Mais je pense que dès le début, c'est s'entourer. Pour moi, je pense que au démarrage, c'est ce qui est le plus important. Échanger avec d'autres, parler de son projet le plus possible, parce que c'est ça qui va ouvrir le réseau, qui va te faire rencontrer des gens avec qui ça va matcher, avec qui tu vas pouvoir évoluer dans ton projet. S'entourer également de coachs. Je veux dire, j'ai pas commencé ça de nulle part, tu vois. Je veux dire, Nestop, je leur en dois beaucoup et je pense que si j'avais pas suivi cette formation et que j'avais pas pu rester ici, parce qu'après Nestop, on a pu rester dans les bureaux ici et échanger avec d'autres startups qui étaient déjà plus loin que nous. Donc le réseautage, c'est vraiment super important. Et je pense que sans tout ça, je serais pas là aujourd'hui, parce que si j'avais dû retourner, même après Nestop, j'avais dû retourner chez mes parents et développer ça de ma chambre. C'est pas la même chose. Tu passes d'un cadre hyper stimulant à quelque chose qui est beaucoup moins... Le réseautage, c'est hyper important et c'est une valeur très très forte dans le monde des startups. C'est le partage d'expériences. On n'a aucun problème à dire, viens toquer à ma porte, viens, je te montre comment on fait un plan financier. Mais c'est un peu du donnant-donnant, tu vois. Tu donnes un jour, mais tu sais que toi, tu peux aller demander à d'autres qui seront plus loin après. Et voilà, c'est vraiment... franchement, un conseil de démarrage, c'est le réseau et s'entourer et toutes sortes de structures. Après, faut pas dire oui à tout. C'est vrai que ça, c'est compliqué parce que des encadrements... C'est vrai que c'est pas évident, tu dois savoir dire quelle est la bonne opportunité, quoi. Ouais, il y a de plus en plus de structures d'accompagnement, hein. Je veux dire, nous, on est aussi suivis par Capinov. Maintenant, on est suivis aussi par Réseau Entreprendre. Enfin, tu vois, il y a 15 000 possibilités. Mais l'important, c'est de... faut bien commencer quelque part. et commencer avec... être curieux, quoi, tu vois. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas vite sentir aussi s'il y a le feeling, s'il n'y a pas le feeling, ce que ces gens peuvent t'apporter. Et voilà, et typiquement maintenant, par exemple, Nestop a été transformé en Startup Camp. Et ils ont revu un peu tout le programme d'accompagnement. Ils commencent au stade de l'idée. Et puis maintenant, par exemple, ici, en ce moment même, il y a le MVP Lab qui a lieu, qui est maintenant le stade après l'idée. C'est t'aider à développer ton premier prototype pour tester ton idée sur le marché. Et ils sont en train de construire maintenant un 3e accélérateur, comme ils l'appellent, qui est plutôt sur le suivi après ton prototype. Maintenant, tu es dans une phase plutôt de... tu as trouvé ton product market fit, donc tu as trouvé tes clients, tu as trouvé comment répondre à leurs problèmes. Maintenant, on va t'aider à vendre plus, t'aider à gérer les aspects de financement. Comme je te disais, pour aller à l'étape suivante, combien j'ai besoin, essayer d'évaluer, gérer ça au quotidien, c'est pas évident. Et ils ont vraiment scindé le programme pour passer du stade 1 au stade 2, au stade 3 et puis scale up, tu vois, pour devenir... Après, tu deviens rentable, après tu deviens une entreprise, tu es plus start-up, quoi, tu vois, mais... Et je trouve ça vraiment, vraiment bien parce que du coup, ça permet aussi à chaque entreprise est différente et évolue à son rythme. Et par exemple, dans Nestop, c'était je crois qu'on était non pas la dernière année, il y a eu 2 sessions après nous. Mais typiquement, chaque projet évoluait à un rythme différent. Et nous, on était par exemple au stade tout premier de l'idée. Et heureusement, grâce au fait qu'on avait chacun un coach bien défini, plus on pouvait faire appel aux autres coachs assez souvent, tu vois, tous les jours il n'y a pas de souci, et chacun avait un peu un domaine d'expertise, ce qui a permis à chaque projet d'évoluer à son rythme. Mais par exemple, nous, quand on est sorti de Nestop, ça a duré presque 2 ans avant qu'on passe à l'étape, on a trouvé notre marché, et maintenant on sait ce qu'on a besoin de financement pour passer à l'étape 2, tu vois. Et ça a été très différent. On a une amie qui nous a suivi, Kinja, que tu as rencontrée. Elle, par exemple, en sortant de Nestop, elle allait déjà lever des fonds, quoi, tu vois. Donc, très vite pour elle, donc voilà. Et pourtant, on a des projets un peu similaires, mais nous, on a commencé beaucoup plus tard qu'elle, quoi. Donc c'est vraiment commencer, se faire accompagner au départ, en parler le plus possible autour de soi, que ce soit pour trouver des potentiels investisseurs, des potentiels clients, des potentiels cofondateurs. Et voilà. Et puis le facteur chance, moi je dis toujours que c'est quelque chose qui se provoque, quoi, tu vois. La chance, ça se provoque, et donc
go quoi. Ok. Si j'ai besoin d'un photographe, où est-ce que je vous trouve? Où est-ce que je trouve Utopix? Alors on a un site internet www.utopix.io sur lequel on peut passer commande. Sinon on est aussi présent sur Facebook, Utopix, sur LinkedIn, sur Instagram aussi, que je dise pas de bêtises. Et on a un compte Twitter mais on l'utilise plus pour l'instant. Ok. Parce qu'on est plutôt axé sur la photo, donc Ouais, logique. forcément plutôt sur Instagram. Ok. Voilà. Merci Sophie. Avec grand plaisir.